Comment être optimiste dans un monde en plein apocalypse? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre. Dans cette vidéo. Euh, Excusez-moi pour l'image qui est floue. La mise au point est toujours en train de se faire en fait et de se défaire. Donc ça donne l'impression que à celui qui regarde qu'il est bourré. Alors si vous êtes bourré, bon bah c'est vous êtes bourré. Mais ça peut être aussi lié à la caméra. Parce que je ne sais pas m'en servir en fait de cette nouvelle caméra. Voilà, tout simplement. Désolée. Voilà, l'optimisme. Alors, c'est un mot, hein, déjà, dont l'origine optimus vient du grec, qui veut dire le meilleur. Et une personne optimiste, c'est une personne qui a une appréciation du monde et surtout de l'avenir comme étant positive, à la différence de la personne pessimiste qui le perçoit sous l'angle du négatif, ou on pourrait dire aussi de la personne réaliste, parce que bien souvent, on entend souvent les gens dire, enfin quand on dit aux gens qui dressent un portrait sombre de l'avenir, ah t'es pessimiste, et souvent les gens disent non je suis pas pessimiste, je suis réaliste. L'optimisme est aussi associé bien souvent à une absence de discernement et à de la naïveté. Voltaire, au siècle des Lumières, a écrit un livre qu'on avait étudié au lycée qui s'appelle Candide ou l'optimisme, qui était une critique de cette doctrine philosophique qui a été énoncée par Leibniz, un philosophe allemand qui était juste avant le Voltaire. Et selon Leibniz, qui était un scientifique qui croyait en Dieu, parce qu'à l'époque, c'était pas incompatible, Dieu étant l'expression de la perfection, il ne pouvait pas ne pas avoir créé un monde parfait. Si les hommes en avaient une appréciation imparfaite, bah en gros c'était leur problème parce qu'ils étaient un peu cons les hommes. Et Voltaire, lui, donc dans son livre, il critique cet aspect limité et naïf de l'optimisme. Et Voltaire, il pose la question, si Dieu est bon, pourquoi est-ce qu'il fait autant de morts? Et au travers du personnage de Candide, à qui il arrive pas mal de couilles, enfin moi je me rappelle qu'à un moment donné, je crois qu'il y a sa meuf, enfin sa compagne, qui perd un bout de hanche. Je trouvais ça trop bizarre, un bout de hanche. Donc il lui arrive des problèmes et à la fin, il en vient à cette conclusion que bah, finalement on ne peut pas vraiment avoir de prise sur la réalité, on ne peut pas savoir si elle est bonne ou mauvaise, parce qu'à la fois il y a des trucs bien qui nous arrivent, puis des trucs moins bien, mais la seule chose qu'on peut faire, c'est se recentrer sur soi et cultiver son jardin. Et en fait, l'idée que je développe dans cette vidéo, c'est que tant que l'optimisme en fait dépend des contingences extérieures, et quand je dis les contingences extérieures, ça peut être autant la météo que des situations qui t'arrivent dans ta vie, comme par exemple, je sais pas moi, un problème de voiture ou un problème d'argent ou une contrariété ou même une humeur. Tant que ton optimisme en fait il dépend de ces contingences, ben, il reste totalement instable et il peut facilement se transformer en pessimisme. Et, euh, et en fait, l'idée que je veux amener, c'est que le vrai optimisme, en fait, dépend de la relation qu'on entretient avec son monde intérieur et surtout euh, du fait, justement, d'entretenir son jardin, de cultiver au quotidien, de la culture quotidienne de son propre jardin. Donc, je disais tout à l'heure que un optimisme qui dépend de la réalité extérieure est instable, un peu comme la météo. Et en parlant avec les gens, euh,
j'ai compris en fait que le fait de parler de la météo, euh, qui est quand même le sujet qui réunit tout le monde, à travers la météo, donc les gens, sans en avoir forcément conscience, ils cherchent à exprimer l'état de leur monde intérieur. Et parfois, donc ils vont dire qu'il fait beau, mais ils vont toujours apporter une nuance parce qu'ils vont dire oui, mais l'air était frais ce matin, ou il y avait encore voilà, un petit mais qui traduit en fait la tempête ou le mauvais temps qu'ils ont en eux-mêmes. Et ensuite, donc j'ai compris aussi que le fait d'accepter de parler de la météo, c'était une manière aussi de s'accorder avec les gens. C'est-à-dire que à partir du moment où tu acceptes de leur dire oui, c'est vrai, il y avait un petit peu de vent ce matin, oui, c'est vrai qu'il faisait un peu frais, c'est que tu valides ou que tu te mets d'accord avec eux sur leur monde intérieur, tu le reconnais en fait quelque part. Et donc en fait, ce que j'ai euh, compris, c'est que finalement, la perception qu'on a de la réalité découle toujours finalement euh, de ce qu'on de ce qu'on a à l'intérieur, du monde qu'on a, de l'état du monde qu'on a à l'intérieur. Ce que j'ai compris en fait au fur et à mesure de la parole, qui est une manière pour moi de donner une voix à mon âme, c'est-à-dire à mes intuitions, parce que les intuitions, c'est le biais par lequel passe le monde intérieur et passe l'âme. Donc en fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait réellement deux mondes. Le monde, on pourrait dire, de la réalité extérieure, tangible ou physique, et le monde intérieur, le monde de l'âme, et que ces deux mondes, en fait, n'étaient pas du tout les mêmes et ne répondaient pas du tout aux mêmes lois. Ce qui a amené Blaise Pascal à dire le cœur a ses raisons que la raison ignore. Le monde extérieur, le monde de la raison aussi, et le monde intérieur, le monde du cœur, enfin le cœur c'est pour dire l'intériorité, le centre, le monde de l'âme. Et on croit qu'on évolue dans une réalité matérielle tangible. Alors certes, quand on marche, on ressent très bien la loi de la pesanteur, ou bien des fois quand on parle avec certaines personnes, on la ressent aussi très bien, cette pesanteur. Mais en réalité, on ne peut pas sortir de soi-même, c'est-à-dire on ne peut pas percevoir la réalité autrement que depuis soi-même. Parce que même ceux qui sortent de leur corps lors des sorties de corps, ils sont quand même toujours dans quelque chose, dans un véhicule, même si c'est leur âme. Ça reste encore un prisme perceptif. On ne peut pas être un pur esprit absolu, enfin les scientifiques, ils aimeraient bien. Mais même ceux qui cultivent ou qui célèbrent la technologie et la science, ceux qui donnent des milliards pour le développement de l'intelligence artificielle et les métadonnées, tout ça, ils n'ont pas conscience qu'en fait leur pratique, leur centre d'intérêt traduit dans la réalité de l'état de leur monde intérieur qui est en fait un désert. C'est-à-dire qu'ils transforment la planète en désert en creusant toujours plus pour les ressources des métaux lourds, pour faire des batteries, pour les robots, et en appauvrissant les ressources parce qu'ils sont eux-mêmes pauvres intérieurement. C'est le cas par exemple d'Elon Musk, c'est l'homme le plus pauvre du monde. Eh oui, intérieurement. Et en cette période d'apocalypse, alors pourquoi je dis apocalypse? Parce que déjà cet été en France, donc là on est en août 2026, on a connu des épisodes de canicule et des incendies. Et ensuite s'en sont suivis des orages violents, des tempêtes et aussi des tornades, là, comme cette nuit. Donc ça donne un peu, ça plante un décor apocalyptique. Mais il y a aussi l'avancée fulgurante de l'intelligence artificielle
Les premiers JO pour robots qui ont été organisés en Chine. Au début, j'ai cru que c'était une blague, mais en fait, non, c'est pas une blague. L'homme le plus riche du monde qui devrait nous inspirer parce que c'est l'élite, ne désire qu'une chose, coloniser la planète Mars. Mars, qui symbolise la guerre, la destruction, le désert, dans le sens la mort, enfin voilà. Ça c'est son projet. Il y a quoi d'autre encore comme trucs qui font flipper? Le réchauffement climatique, bien sûr. L'incertitude donc qui découle et donc l'anxiété que peut générer la perception de l'avenir. Et aussi le fait que on a une vision vraiment extrêmement morbide de la vieillesse, parce que en fait quand on pense à notre avenir, on pense au fait qu'on va vieillir, enfin ou qu'on vieillit, qu'on vieillit tout le temps en ce moment. Là je suis en train de vieillir. Ah, je vieillis, et qu'on va finir comment? En EHPAD, hein, c'est ça. En EHPAD. Alors, je sais pas si vous y êtes déjà allé. Moi j'y vais des fois. Hein. Dans le cadre de mon travail, je n'y travaille pas, mais je dois parfois y aller pour voir des personnes. Et la dernière fois que j'y suis allée, la semaine dernière, putain, j'avais l'impression d'être... ouais, c'est vraiment le purgatoire des âmes errantes, quoi. Dans le hall d'accueil, il y avait une dame qui marchait comme ça, elle avait les yeux noirs et voilée, toute terne, et elle parlait toute seule, mais à un moment donné, elle me voit plus ou moins, et elle me dit « Où est-ce que je peux aller ?» Alors moi, je dis spontanément « où vous voulez ?» Et au moment où je lui ai dit ça, la liberté lui a fait tellement peur qu'elle a poussé un cri. Ah, voilà. Donc, en cette période, comme je disais, d'apocalypse, il est d'autant plus essentiel et nécessaire de se connecter à son monde intérieur et à son âme. Parce que, pour moi, en fait, c'est la perspective. C'est ce qui amène, en fait, une perspective de vie réelle qui fait que finalement, même la vieillesse n'est plus simplement une sorte de fatalité qui va vers la décrépitude, mais un chemin progressif vers soi-même et vers le monde de son âme. Et je disais tout à l'heure que les croyances, c'est le monde de l'âme. J'ai longtemps critiqué les croyances parce que je parlais en fait des croyances dont on hérite et qui ne sont pas vraiment les nôtres, des croyances impersonnelles ou bien des croyances limitantes ou issues de traumatismes, comme quand tu crois que t'es nul et que du coup tu fais de la merde parce que tu finis par y croire. Mais aujourd'hui, je me rends compte de l'importance de développer des croyances personnelles parce que les croyances personnelles, en fait, elles découlent des intuitions, elles découlent de l'âme. Et les croyances personnelles, ce sont elles qui amènent dans la vie l'inspiration. L'inspiration, peut se comprendre comme le souffle, la respiration, mais aussi le fait, en fait, d'être inspiré, c'est-à-dire de vibrer. Et je disais tout à l'heure que le monde de l'âme et la réalité rationnelle, ce sont deux choses différentes. Les croyances qui découlent de l'âme, elles sont folles. Elles pourraient être qualifiées de délirantes. Elles ne sont pas faites pour être prouvées. Parce que une croyance, en fait, les croyances qu'on a, elles découlent de notre expérience, de notre vécu. Et elles sont de l'ordre de l'intime. Et les croyances ont besoin de rester incertaines ou tout du moins fragiles, parce qu'en restant incertaines et fragiles, elles peuvent rester modulables, transformables, évoluables, à la différence des convictions qui rendent con et qui sont figées. Et tout ce qui est transformable et fragile, en fait, c'est l'expression de la vie. Et donc notre âme, en fait, elle nous envoie, c'est comme un signal qui nous envoie des croyances qu'on fait évoluer avec le temps. Et moi, par exemple, ma croyance, aujourd'hui, c'est que, il y a une vie après la mort, et à chaque instant,
on est en train de créer notre propre monde, notre propre planète, un monde qu'on va retrouver quand on va quitter notre corps. Et c'est ça, moi, qui me donne une perspective à ma vie, qui m'inspire et qui me fait vibrer, en fait, et qui me rend optimiste, du coup. Élodie, je me pose la question à moi-même, je m'auto-interview. Élodie, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, oui. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que l'optimisme découle de la relation que l'on entretient avec son monde intérieur? Réponse, eh bien, la même chose que Voltaire quand il dit que ce qui compte, c'est d'entretenir son jardin. Parce que cette femme que j'ai croisée à l'EHPAD, elle n'avait pas de jardin. Enfin, elle n'entretenait pas son jardin. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on n'entretient pas son jardin? Il y a les mauvaises herbes qui arrivent. Et les mauvaises herbes, c'est quoi? C'est ce qui vient par défaut. Donc, par défaut, c'est les regrets. Tout d'un coup, tu deviens nostalgique. Ça arrive assez vite, en fait, la nostalgie. Pas la peine d'attendre d'avoir 80 ans. Ça peut arriver dès 25 ans, dès 30 ans. Il y a aussi la peur de l'avenir. On voit aussi comment les gens, beaucoup de gens en fait changent de parti politique avec l'âge. Quand ils sont jeunes, ils sont de gauche, ils aiment tout le monde, et après en vieillissant, ils deviennent d'extrême droite, ils ont peur des autres. Ça, c'est aussi les mauvaises herbes en fait. C'est-à-dire, c'est la paranoïa. Il y a aussi les douleurs physiques dans le corps. Si on n'entretient pas aussi sa vitalité, son énergie et son énergie physique, par défaut, on va commencer à avoir des raideurs et des douleurs. Comment faire pour cultiver son jardin intérieur, donc son monde intérieur, afin que justement il n'y ait pas les mauvaises herbes qui arrivent et tout ça? Eh bien, ce que j'ai trouvé de super, et j'en ai parlé déjà dans les autres vidéos, donc je vais juste revenir rapidos, mais après je vais parler d'autres trucs, c'est l'art au sens le savoir-faire unique et singulier. C'est-à-dire l'art, c'est le truc que tu sais faire, que tu es le seul à savoir faire à ta manière. C'est ça la vraie définition de l'art. Donc en gros, c'est ce que l'intelligence artificielle ne peut pas refaire. Pourquoi est-ce que l'art, ça permet de créer un lien avec son monde intérieur et de le faire grandir? Parce que c'est un moyen, en fait, de générer quotidiennement, régulièrement, de l'émerveillement. Et l'émerveillement, c'est ce qui nourrit l'âme le plus. D'ailleurs, on le voit chez les enfants qui s'émerveillent, on voit qu'ils sont près de leur âme. Ils ont un aspect divin, en fait, naturel. Comment ça se fait qu'après, quand on vieillit, on perd ce truc? Parce qu'on perd cette capacité à s'émerveiller, parce qu'on n'a rien trouvé. On n'entretient pas de jardin, on n'a rien trouvé pour générer de l'émerveillement. Alors, quand on est jeune, on se dit, on voyage. Parce que le voyage, c'est un petit peu l'idée qu'on a standard de l'émerveillement. Et en effet, quand tu vas voir des nouveaux paysages et tout, tu es là, oh, c'est joli, oh. Mais au bout d'un moment, tu te lasses du voyage. Parce que, déjà, si tu as fait... Enfin, il y a une routine qui s'installe. Parce que pour que l'émerveillement soit prolongé, il y a besoin qu'on s'implique activement dans la chose qu'on fait. D'où le lien, enfin, d'où l'image en fait du jardin. Voilà. Et l'avantage aussi quand on développe un art, c'est qu'on n'a plus besoin d'aller à l'autre bout du monde et ici et là, on peut rester chez soi. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, je fais ma petite parenthèse, je parle un peu de moi-même, ça fait du bien aussi. En ce moment, je fais des formes géométriques. Voilà, j'en ai une là, juste à côté. Donc, elle n'est pas terminée. Donc, je fais des formes géométriques. Enfin, ça, c'est un cercle, enfin un rond.
Pour moi, ça représente la vie. Alors là, j'ai pas terminé parce que je cherche à trouver. En fait, je cherche à faire la couleur d'une manière intense. Et en fait, au début, je mettais de la peinture, ça n'allait pas, parce que la peinture acrylique, c'est un peu lisse, donc c'est moche, en fait. Après, j'ai mis de la gouache pour avoir cet aspect mat, mais sauf que la gouache, ça craquelle avec l'acrylique. C'est horrible. Donc après, j'ai dû tout repenser. Et là, et repenser, du coup. Et finalement, là, je vais essayer un nouveau truc, c'est avec du pigment pur, parce que le pigment pur, le jaune primaire pur, mais c'est vif, c'est intense. Et ça, moi, de travailler cette matière et tout pour obtenir vraiment une intensité et tout, ça, c'est ce qui me génère, c'est ce qui me permet de générer de l'émerveillement. Donc, c'est ce qui me permet de faire grandir mon monde intérieur et de développer ma planète sur laquelle, après, quand je vais quitter celle-là, j'irai sur cette planète. Et ouais. Et si je le dis, je le partage, c'est pour que les gens, ils y pensent. Voilà, il faut y penser. Parce que c'est pas en arrivant à 95 ans, ah bah t'es là comme un con, ah bah tu te sens tout con, tu te sens tout pauvre, tu te sens tout abandonné. Oui, tu te sens abandonné des autres, tu te sens seul. Mais ça, la solitude, le sentiment de solitude, c'est une mauvaise herbe. Quand t'es en lien avec ton âme, ton monde intérieur, eh ben t'es pas seul puisque t'es avec ton âme. Mais par contre, il faut être seul pour arriver à ça. Parce que quand t'es avec quelqu'un, l'autre, il rentre dans ton monde et il remplace ta présence. Et ouais. Bon, alors. Attends, où j'en étais? Donc, le monde de l'âme, j'ai pris un peu des notes parce que j'avais tellement de trucs à dire. Dialogue. Voilà. Là, jusque-là, on est quand même. Je suis dans des trucs que j'ai déjà plus ou moins évoqués dans les autres vidéos. Donc c'est voilà, c'est pour ça que je suis passée un peu vite aussi. Maintenant, on va arriver au truc intéressant. Ah ouais, parce que jusque-là, c'était chiant en fait. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'amener des trucs qui vont vraiment changer la vie concrètement. Donc, concrètement, là maintenant, je vais aborder comment, en fait, comment se reconnecter à son âme, comment communiquer avec son âme, concrètement, comment ça fonctionne. Parce que il y a 3-4 ans, j'avais fait une vidéo là-dessus, comment se reconnecter à son âme et tout, où je parlais de l'importance d'être dans la nature, et de faire caca dans la terre. Oui, j'en étais là, faire caca dans la forêt. Ouais. Bon, là j'ai fait un peu du chemin, et j'arrive maintenant à des trucs pratico-pratiques. On y est, enfin. C'est parti. Accrochez vos ceintures. Voilà, on y est, on y est, on y est. Comment qu'on fait pour se reconnecter à son âme et que ça marche? Réponse par la question. En lui posant une question. En fait, l'âme, c'est comme une énergie disponible ou un génie serviteur. Quand je parle de l'âme, finalement, je parle de Dieu, mais du Dieu intérieur. Dieu, c'est une énergie disponible. Dieu, c'est pas un maître, c'est un serviteur. C'est un potentiel interne qui est là pour nous servir. Tous ces gens de la religion, enfin des religions, nous ont complètement niqué le cerveau avec leurs inepties sur ce qu'est Dieu. Ils ont tout inversé. Ils nous ont dit qu'on était des créatures, qu'on était comme Leibniz le disait, qu'on était trop cons pour voir que tout était parfait. Appuyer sur la blessure de culpabilité. Tout ça parce que, en fait, la honte, ce fameux péché originel, c'est simplement l'émotion de la honte, et que l'émotion de la honte, c'est une émotion qu'on n'arrive pas à décrypter, donc on rejette. On a créé le mal à partir d'une émotion qu'on n'arrive pas, en fait,
à intégrer. Mais moi, quand je fais ces vidéos, j'ai honte, hein, j'ai honte de moi. Quand je me vois ma gueule et tout, j'ai honte. Mais je sais que c'est important de passer par là. Voilà, donc on nous a mis dans la tête qu'on était des incapables et que Dieu était notre maître. Alors que c'est pas vrai. C'est une énergie, c'est un potentiel qui est en nous, un potentiel de créativité, un fameux pouvoir créateur, c'est ça. Et bah, pour que ce pouvoir puisse se déployer, bah, il a besoin d'être sollicité, ce pouvoir. Et c'est par la question qu'on le sollicite. Exactement comme on le fait quand on utilise l'intelligence artificielle et qu'on demande des choses à ChatGPT. Sauf que ChatGPT, bah, c'est une base de données, c'est impersonnel. ChatGPT ne peut pas remplacer nos intuitions. Donc, le point de départ du contact avec l'âme, c'est la question. Et quelle question? Quelle question? Bah, une question essentielle, une question nécessaire. C'est pour ça qu'on vit des épreuves. C'est pour ça qu'on traverse des difficultés ou bah, des situations déplaisantes, parce que quand on est dans une situation difficile, bah, on peut pas fuir. En fait, on peut pas fuir dans l'artifice, on peut pas fuir dans des occupations superficielles de merde. On est obligé en fait d'être amené à notre propre nécessité, à ce qui est nécessaire pour nous. Donc la question en fait les questions qu'on pose, elles découlent pour que le contact soit efficace, parce qu'en fait le pouvoir intérieur, il peut pas se déployer pour des choses. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué. Hein. Il peut pas se déployer pour des choses qui sont artificielles. L'autre fois, j'écoutais la radio et il y a une chanson de Nirvana qui passe à la radio. Et ça m'a interpellée parce que je connaissais pas du tout ce groupe. En fait, j'aimais pas trop parce que j'avais l'impression que quand il chantait Kurt Cobain, on aurait dit qu'il essayait de faire caca. Genre, il pousse un peu comme ça. Et là, j'écoute vraiment sans être que dans l'apparence du truc, et je me dis, ah oui, il y avait quand même un truc chez ce mec une sorte de nécessité qui s'exprime, un truc profond, quoi, un truc vrai, un truc authentique. Et je commence à me passionner pour la vie de Kurt Cobain et pour son parcours. Et je m'intéresse aux derniers instants de sa vie, parce qu'en fait, il s'est suicidé à 27 ans. Hein, il fait partie du fameux club des 27. Et je trouve en fait la lettre qu'il a écrite avant de se suicider. Et là, j'ai trouvé que c'était un truc de fou, parce que en fait, c'est une lettre qu'il a adressée à son ami imaginaire qu'il avait quand il était enfant. Et son ami imaginaire, il s'appelait Boda. Enfin, il l'avait appelé Boda. Alors, ça fait penser un peu à Bouddha. Et quand j'ai lu la lettre, je me suis dit, putain, ça, il faudrait que j'en parle dans la vidéo. Parce que il a fait toutes les erreurs. Il était presque à avoir le contact avec son âme. Et donc, à pouvoir faire grandir son monde intérieur et tout, parce qu'il avait le contact. Il avait un contact privilégié parce que on le sent quand il s'exprime qu'il y a quelque chose de vrai, mais il avait pas pu écouter ma vidéo. Oh putain, attends, je vérifie si mes chevilles c'est bon. Ouais, ça va. Non, il n'avait pas tous les outils, il n'avait pas tous les cartes en main, et c'est dommage. Donc voilà, quelle est l'erreur qu'il a faite? Petite parenthèse, j'adresse un message à Kurt Cobain. Kurt Cobain, si tu m'entends depuis là où tu es, et
toutes les personnes qui seraient un petit peu comme lui ou qui partageraient son état d'esprit. Je ne parle pas de la culture grunge, qui est une super culture parce que tu peux t'habiller avec des fringues totalement déglingues et avoir le swag. Et surtout, ça permet de ne pas être obligé de se coiffer. Et c'est vrai que quand on n'est pas coiffé, les cheveux, c'est vachement important. C'est que quand on n'est pas coiffé, on est vachement plus nature, en fait. Bon, on est vachement plus soi-même. Voilà. Bon, voilà, j'adresse ce message. Tu t'es suicidé à 27 ans. Certes, parce que tu avais un profond mal-être. D'accord ? Tu prenais de la drogue et tout depuis l'âge de 13 ans, donc ça, c'était pas top. Mais aussi, peut-être, qu'il y avait une part de toi qui ne voulait pas vieillir, qui voulait pas devenir un vieux crouton tout dégueulasse, qui voulait rester aux yeux des autres, aux yeux de tes fans, un éternel beau gosse. Eh bien, ne refais pas cette erreur dans ta prochaine vie. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut comprendre qu'avec l'âge. Parce que le cerveau, il mûrit. Et ça, c'est tellement bien, putain. Moi, quand j'avais 27 ans, je comprenais que dalle. J'avais aucun recul sur rien, sur moi-même, sur la vie, J'avais aucune perception subtile de quoi que ce soit. Donc, aujourd'hui, j'ai 41 ans, et oui. Et je commence tout juste à avoir un début de recul. Ouais. Et à avoir un début de perception positif sur l'avenir. Parce que j'ai appris à voir avec les vrais yeux. Les yeux du cœur. Les yeux de mon âme. Et oui, l'âme, elle a des organes en fait. Et il faut toute une vie pour les découvrir. Il a fait, non pas un dialogue avec son âme, il a fait un monologue. C'est-à-dire que dans sa lettre, il raconte tous ses soucis, tout ce qui lui pèse. Bon, en soi, c'est bien de faire ça. Un peu comme, tu sais, ceux qui prennent leur journal intime et qui vont « Ah, alors là, aujourd'hui, ici, là, machin ». Ou comme les gens, tu sais, des fois, il y a des personnes que t'aimes bien, tu vois, tu les croises, tu dis « Hey, salut, comment ça va ?» La personne, elle arrive et là, elle te commence à te raconter tous ses problèmes. Et là, t'es là « Non, mais ta gueule !» Ce qu'on appelle aujourd'hui le tunnel. C'est vraiment ça. C'est pas parce que tu comprends, parce que qui s'est levé ce matin pour emmener les gosses à l'école, c'est encore moi. Mais tu crois que Patrick il se serait levé, hein? Non, c'est toujours moi qui fais tout. Et pour la bouffe, c'est pareil. Et voilà. Donc là, dans ces moments-là, problème, situation d'extrême nécessité, d'extrême urgence, tu poses une intention. Seigneur, Saint Joseph, génie, peu importe comment t'appelles ta super puissance intérieure, mon âme, s'il te plaît, sors-moi de là. Oh, une voiture qui arrive. Eh, tiens, salut. Ah bon, bah j'y vais, au revoir. Voilà. Le tunnel, le monologue, ça n'est pas du contact, ça. C'est-à-dire que, en fait, Kurt Cobain, dans sa lettre, il est là et il dit... Alors, ce qu'il dit, c'est j'en peux plus, ça me gave, la musique, les chansons Nirvana, j'ai plus aucun plaisir à les faire en concert, ça me prend la tête. C'est normal qu'il en ait eu marre. Mais il restait au truc, voilà, j'en ai marre, ça me fait plus aucun effet. En fait, il n'arrivait plus à être émerveillé de sa propre musique. Et ça, c'est quelque chose qui l'a complètement, totalement perturbé. Parce qu'il se dit, j'arrive plus à être émerveillé parce que je crée, ben je suis foutu, en fait. Et il disait aussi qu'il avait trop d'empathie envers les autres. Parce que, le gars aussi, il prenait de la drogue. Donc quand tu prends de la drogue, ton corps subtil, parce que là, on a un corps physique et apparemment, on aurait aussi un corps subtil. Moi, je l'ai jamais vu avec mes yeux, mais je le ressens. Parce que c'est comme une bulle protectrice. Et qui fait que quand tu vas dans un EHPAD, si tu as ta bulle, tu vas pas être affecté par les souffrances des autres.
Mais si t'as plus de bulles, parce que quand tu prends des drogues, des substances, des machins comme ça te nique ta bulle en fait, ça fait des trous, et tu deviens poreux comme une espèce d'éponge perforée. Et donc tu, tu, tu es tu es dans une sorte d'hypersensibilité exacerbée qui t'affecte, mais qui en réalité qui n'est pas vraiment de l'empathie, hein, qui est plus de l'hyperaffectation, enfin je sais pas comment l'appeler. Et en fait c'est invivable, parce que bah, la plupart des gens en fait ils sont malheureux sur cette planète, hein, parce qu'ils sont coupés de leur âme, peu cher, et ils n'ont pas compris que, bon, voilà, c'est comme ça. Et donc bah, tout ça, tous ces éléments l'un dans l'autre font qu'il était au bout du rouleau et il s'est flingué. J'ai posé comme question à mon âme, justement, mais en gros c'était sur le suicide. J'étais là, pourquoi est-ce que le suicide... Enfin, quel est ton point de vue sur le suicide? Et en fait la réponse était assez claire, c'était quand tu te suicides avec pour intention de retrouver Jésus, les anges, je ne sais quoi, et ben c'est pas le paradis que tu retrouves, c'est ton propre désespoir. C'est-à-dire que, en fait, ce que je comprenais intuitivement, et c'est pas une vérité, hein, ça, pour moi c'est mes propres croyances personnelles, c'est que, en fait, quand on meurt, on va dans l'espace l'espace qu'on a créé nous-mêmes, c'est-à-dire l'espace qui est fait, qui est fabriqué de notre propre état d'esprit, comme si notre état d'esprit était un état à part entière. Celui qui est dans le qui est dans le mal-être et qui suit son mal-être et qui s'autodétruit et qui est suicide, ben, il va dans ce monde-là, en fait, dans ce monde de destruction. C'est horrible. Quand je percevais ça, je me disais, je comprenais en fait le sens de l'existence et l'importance de vivre toutes les étapes de la vie jusqu'à la vieillesse pour justement faire ce chemin vers son âme et surtout pour développer, pour faire grandir son monde intérieur. Parce que peut-être qu'il n'y a que sur Terre qu'on peut le faire, que la Terre c'est peut-être comme un immense jardin en fait. Comme je disais, donc il parlait, il était dans un monologue. En fait, ce qu'il aurait dû faire avec Boda, son ami imaginaire, c'est lui poser une question concrète. Alors, moi ce que je préconise en fait carrément, c'est vraiment d'avoir un carnet, un objet qui a une certaine valeur, enfin une certaine une belle présentation, parce que ça donne de l'importance à ça, et d'écrire la question. C'est très important d'écrire la question, afin de ne pas rester dans la réflexion, car il y a une différence entre le dialogue, le contact médiumnique et la réflexion. Ce ne sont pas les deux mêmes choses. Cet été, là, quand j'ai fait mon expo, il y a des gens qui sont venus et tout, et je leur ai parlé de mon génie intérieur, avec le totem du génie, et du dialogue que j'ai écrit, et que j'ai mis dans mon livre, avec mon Dieu intérieur et tout le bordel. Et je leur ai expliqué que voilà, je dialoguais avec cet être-là. Et il y a une personne qui me dit ah, mais moi je le fais déjà, ça. Je fais ah bon? Et elle me dit, bah oui, bah souvent je pense dans ma tête, je pense avec moi-même, quoi, je réfléchis. Non, elle m'a pas dit je réfléchis, mais elle dit je pense avec moi-même, je parle avec moi-même dans ma tête. Je fais. Et puis il y avait ma mère qui était juste à côté, elle fait, eh ben oui, hein, eh ben moi aussi, hein, je le fais. Hein. Elle a saisi la perche. Bam. Et là, je fais, ah mais non, la réflexion et l'intuition, ce sont deux choses complètement différentes. Et là, elles étaient en totale panique, parce qu'elles comprenaient pas. La médiumnité, c'est souvent présenté comme je vais parler avec les extraterrestres, je vais parler avec le commandant Ashtar, je sais pas quoi, avec des gens qui sont pas tout, enfin avec des espèces des étrangers. Ça n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est de communiquer avec soi-même, avec son âme, avec son monde intérieur, pour avoir des informations qui nous concernent directement dans notre vie. La réflexion, quand on réfléchit dans sa tête, c'est exactement comme quand tu te demandes qu'est-ce que je vais manger ce soir, tu vas avoir des options ou des plats qui vont défiler, pâte carbonara, poulet au curry, petits pois, boulettes de viande, des plats que tu as déjà fait. Voilà, des options pré-enregistrées dans ton cerveau comme des
prédisponibles. Voilà. Et c'est ça la réflexion. Et tu vas choisir entre toutes. L'intuition, c'est une solution à laquelle tu n'as jamais pensé. Une solution nouvelle. L'intuition découle de l'âme. L'âme, c'est ta source. C'est l'eau fraîche. C'est la nouveauté. C'est ce qui t'amène sur ton chemin, sur un sol que tu n'as jamais foulé. Le problème, c'est qu'on oublie de s'asseoir. On oublie de s'asseoir, on oublie de prendre le carnet pour écrire, pour avoir accès à la vraie immédiateté. C'est-à-dire qu'on se trompe d'immédiateté. On veut, quand on a un problème ou une question, on veut la solution immédiate. Et ça, c'est tout à fait normal de vouloir la solution tout de suite. Mais on va soit puiser dans la réflexion, donc dans des informations qu'on a déjà dans notre base de données, ou on demande à ChatGPT maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser, mais le problème, c'est que l'intelligence artificielle et la technologie va de plus en plus remplacer notre intuition, et on oublie de se mettre dans les dispositions nécessaires pour pouvoir récolter l'intuition. Et en fait, ça demande un certain recueillement. C'est-à-dire que le recueillement, c'est pour recueillir quelque chose. Ton intuition, tu ne peux pas la saisir en l'air comme ça, tu es debout, tu es là, parce qu'on a trop l'habitude de la réflexion. Donc, on a besoin de redescendre d'un étage. Moi, c'est comme ça que je le pratique. J'ai besoin de m'asseoir au sol, en fait. Parce que quand je suis assise à une table, je suis encore trop dans la réflexion. Plus je descends près du sol, plus je suis près de la terre et plus je suis près de ma source, finalement. Et donc, ça demande quand même oui, comme je disais, de se mettre dans des dispositions, de prendre le temps d'écrire la question et de laisser l'intuition se dérouler au travers de l'écriture, par la réponse. Mais c'est comme toutes par exemple, toutes les pratiques auxquelles on n'est pas habitué, elles nous paraissent non naturelles juste parce qu'on n'y est pas habitué. Mais une fois qu'on crée l'habitude, on crée un circuit dans le cerveau qui est en fait un circuit de récompense, parce que tout fonctionne comme ça. C'est-à-dire, tu manges un carré de chocolat, tu sais que tu manges un carré de chocolat, tu auras la récompense du chocolat dans le cerveau. Ça crée un circuit. Et même quand tu fais Bon, moi, j'aime pas le sport, mais la gym, au début, quand je me suis mis, ça me faisait chier. Mais comme ça me crée de la récompense, parce que ça me crée une relaxation, j'ai maintenant pris l'habitude de le faire. Et c'est pareil pour le contact, le dialogue intuitif. Ça va te créer un circuit de récompense parce que quand tu laisses l'intuition se débloquer, c'est ton âme qui s'active, donc tu es heureux de te sentir vivant. Et il y a aussi autre chose, je ne sais plus si je le dis dans la vidéo, à un moment donné je parle de l'originalité, mais je ne suis pas allée jusqu'au bout. En fait, l'originalité, le mot originalité, ça a à voir avec origine, et ton origine, c'est ton âme. Et en fait, pourquoi est-ce que... aujourd'hui, il y a beaucoup d'approches dans le développement personnel pour soi-disant se reconnecter à soi. Pourquoi est-ce que c'est un peu tout illusoire tout ça? Parce que en fait, c'est toujours impersonnel. Et en fait, l'âme, c'est l'aspect en nous artistique, donc original. Et la guérison, en fait, passe par le fait de trouver ses propres outils et trouver un sens, trouver son propre sens à l'existence et aussi trouver ses propres croyances. Parce que c'est avec tout cet ensemble, totalement personnel, singulier et original, que on permet en fait à son âme de se déployer. Et c'est ça la guérison. C'est le déploiement de l'âme.
cette fameuse maladie qui est aujourd'hui le mal grandissant de notre époque en Occident, la dépression, c'est comme ça que ça se guérit, en laissant l'âme se déployer. Mais il y aura encore beaucoup de chemin à faire pour que les gens s'autorisent cette originalité. Et l'amour de soi, on en parle beaucoup aussi aujourd'hui parce que les gens, on se rend compte avec les réseaux sociaux que les gens sont malheureux parce que, en fait, t'as des gens t'as plein d'influenceurs qui se suicident. Alors, on dirait qu'ils réussissent tout, qu'ils gagnent du pognon, qu'ils sont beaux et tout, mais en fait, ils s'aiment pas eux-mêmes. Parce que l'amour de soi, c'est pas le fait de se trouver beau ou de se trouver laid, hein. C'est encore un truc lié à l'âme. C'est de permettre à son âme qui est cette étrangeté, ou cette bizarrerie, ou cette anormalité, ou cette imperfection, cette imperfection, parce qu'à partir du moment où tu sors des normes, bah, tu t'acceptes d'être imparfait. C'est le fait de permettre à cette anomalie-là de se déployer qui crée l'amour. Parce que, tout simplement, l'âme peut être. Voilà. C'est ça la grosse différence. Et donc c'est important pour être dans le contact médiumnique avec son âme, de pouvoir donner un moyen d'expression à son intuition et lui permettre à son intuition de se manifester. Et bon, bah moi j'ai trouvé la parole intuitive non réfléchie, mais il y a aussi l'écriture. Et l'écriture, en fait, c'est peut-être encore plus fort parce que ça ramène vraiment... en fait, je dirais que si tu es bloqué dans ton écriture, tu peux essayer de te débloquer en parlant. Mais l'écriture, ça ramène vraiment à de l'essentiel, en fait, à des choses peut-être plus profondes, en fait, que juste la parole qui est des fois un peu à la surface, quand même. L'idée, moi, le truc que j'ai trouvé, c'est d'avoir un carnet et d'écrire la question dans le carnet. Et ensuite, de laisser sa main, avec le stylo, écrire la réponse en suivant le fil de l'intuition. Donc, en lâchant le système de contrôle, sans réfléchir, sans avoir peur de dire des conneries. Parce que quand l'intuition, elle arrive, t'as l'impression que c'est une connerie. T'as l'impression que c'est de la merde. Parce que ton système de contrôle, il reconnaît pas, il est en alerte, il a peur. Ah, qu'est-ce que tu fais, c'est de la merde, mais tu nous chies dans la colle, là, qu'est-ce que tu nous branles, là? C'est des foutaises, tout ça. Je parle comme Depardieu, mais c'est des foutaises, tout ça. Et ouais, ton système de contrôle, il parle comme Depardieu, putain. Le point de contact, voilà. C'est la question. Alors, et ensuite permettre à son âme de donner la réponse. Question, réponse. Dialogue, contact. Ensuite, attends, parce que je regarde si ça... Ouais, c'est bon. J'ai tout le temps peur que ça filme pas ce nouvel appareil de merde. Parce que je vois pas la lumière. La lumière au bout du tunnel. Renommer. Ça aurait dû être le point de départ, mais je voulais quand même bien poser que le point de départ dans tout contact, c'est la question. Donc renommer. Alors, renomme, pour entrer en contact avec ton âme, donne-lui un nom. Demande-lui comment elle s'appelle. Renomme ton âme. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand on donne un nom personnel, donc c'est ce que je me suis rendu compte, moi, dans le dialogue, quand j'ai donné un nom à mon dieu intérieur, Plumanaketele, c'est que quand tu trouves un nom personnel à ton âme, elle saura te dire ce qui est le bon, même si elle peut avoir plein de noms. Elle peut avoir plein de formes possibles. Ça peut être un triangle aussi. Ça peut être n'importe quoi. Mais à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va sonner juste pour toi, parce que le nom que tu vas trouver, il va te plaire, il va t'inspirer, il va te faire vibrer. Il va t'amuser, voilà, il va te faire vibrer. Et tout ce qui te fait vibrer, tout ce qui t'amuse, tout ce qui t'inspire, tout ce qui t'amène de la joie, de la légèreté, c'est l'âme, en fait. Bon, vous avez dû remarquer que tout ce que je dis depuis un petit moment, c'est totalement contradictoire.
puisque je dis à la fois que pour se reconnecter à son âme, il faut être original, et puis là je partage une recette. C'est comme si je disais dessine ce que tu veux mais fais un cheval. Mais de toute façon, je sais très bien que les gens ils vont pas appliquer le truc, enfin c'est pas fait pour, parce que de toute façon, le vrai sujet c'est de montrer que c'est le fait, dans tous les cas, toujours d'oser euh, inventer sa propre méthodologie. Voilà. Parce que c'est ça qui. C'est le sens qu'on donne soi-même qui est le sens. Voilà. Et donc, j'en étais au fait de renommer son âme. Pourquoi renommer son âme? Pour pouvoir l'appeler. Comme on appelle son chien. Quand on appelle son chien, il vient, il est content. Et le chien, je trouve que c'est l'animal le plus spirituel qui soit. Parce que justement, il est toujours le chien, toujours content, toujours content. Et voilà. Et il y a le fait de renommer, plus le fait d'appeler son âme comme on appellerait une personne, crée en fait une émulation intérieure qui est justement le soulèvement, comme des nichons qui se soulèvent quand quelqu'un court, le soulèvement de l'onde de vie intérieure. Voilà. Pour pouvoir avoir un contact qui est fiable, qui tient bon, alors j'ai parlé de la nécessité, mais en fait j'ai constaté que là où c'était vraiment le plus efficace, c'est quand on pose des questions qui sont justement liées à une immédiateté, à un besoin immédiat, et sur un aspect, sur un plan purement matériel. Exemple, t'as pas tes clés de voiture, tu dois partir absolument, et tu demandes à ton âme, imaginons que tu l'aies appelée Patricia, non c'est trop long, Schlouk. Schlouk, où sont les clés? Quand les techniciens installent la fibre dans le jardin, ils creusent une tranchée. Et en fait, je me suis rendu compte que pour établir une connexion avec son âme, quand on pose une question, c'est plus pertinent pour que le contact il se fasse de poser une question, enfin de poser des questions, certes qui sont essentielles et nécessaires, mais qui se basent sur des besoins concrets et sur des choses très précises. Exemple, il est 18h, tu commences à avoir faim, tu vois, et tu testes le contact avec ton âme en posant comme question: qu'est-ce que tu me conseilles de préparer à manger ce soir? Et ça, c'est un bon exercice parce que on est sur du tangible et on est sur du précis. Alors que si tu commences en posant une question générale, genre quel est le sens de la vie, t'as plus de chances d'avoir des réponses générales, genre le sens de la vie c'est d'être heureux et pour être heureux vivons cachés, enfin des conneries comme ça. Et c'est intéressant donc de le tester à l'écrit pour voir la différence justement avec la réflexion. Ouais, j'étais pas allée jusqu'au bout de l'image du rapprochement avec la tranchée. Le lien avec la bouffe, les questions concrètes, c'est ça, c'est l'aspect terrestre. Et plus on pose des questions terre à terre en fait, concrètes et précises, plus on permet à son
potentiel de s'exprimer. C'est exactement comme quand tu as des gens qui sont dans des situations d'urgence, tu vois, où il faut trouver une solution, où il faut être efficace. Bah, tout d'un coup, là, les gens sont vachement intelligents. Vachement plus intelligents que quand tu poses des questions générales, voilà, sur quelle est... Enfin, sur des questions qui sont tellement générales qu'elles sont en l'air et qu'elles sont tellement abstraites que finalement, bah, en soi, elles veulent pas dire grand-chose, donc on peut pas en dire grand-chose. Je sais pas si c'est clair. Mais je disais ça parce que c'est tout à fait à l'inverse de ce qu'on se représente être la spiritualité. Quand on pense spiritualité ou on pense âme, on pense à l'abstraction. On pense aux généralités. On essaye de s'élever vers les cieux. Alors qu'en fait, c'est plutôt l'inverse. Il faut partir de ce qui, de la terre, du réel, quoi. Ensuite, il y a un autre élément qui permet aussi le contact quand cet aspect-là ne marche pas, c'est de partir de... Par exemple, si tu demandes à ton âme qu'est-ce que je vais manger ce soir et qu'elle te répond de la merde ou du caca, ça veut dire qu'elle est en train de te faire une blague et que, enfin, elle est en train de te montrer qu'il y a peut-être quelque chose en toi qui est bouché. Et donc peut-être que ça peut être intéressant de partir de l'obsession ou de ce qui te met en colère ou de ce qui te ou de tout ce qui peut avoir une prise en fait à l'intérieur de toi. Parce que justement la prise c'est aussi un élément dans lequel on branche un câble en fait. Et la prise, contrairement à ce que disent souvent les spirituels qu'il faut s'en défaire, au contraire, s'il y a une prise, c'est qu'il y a quelque chose qui prend, et donc quelque chose sur lequel on peut s'accrocher en fait. Et quand on part donc de la prise et qu'on commence à poser une question précise par rapport à quelque chose qui nous obsède, on peut commencer à avoir donc un dialogue et un déroulement. Et avoir un principe de révélation sur justement cette prise. Révélation, apocalypse. L'apocalypse, ça veut dire ça. Une sorte de phénomène en fait d'apocalypse interne, de révélation interne. Le dernier élément que je voulais aborder aussi, c'est la représentation. Donc c'est le fait de donner une image, une représentation à son âme, imaginer à quoi elle pourrait ressembler. Donc, tout en sachant qu'elle peut prendre toutes les formes, mais en tout cas, il y a certainement une forme, une apparence à un instant T qui va plus résonner en toi et plus te permettre, encore une fois, de t'inspirer aussi. Moi, en ce qui me concerne, quand je me suis... Enfin, là, il y a 2 semaines, j'ai commencé à essayer de faire une sorte de portrait de mon âme. Et au début, j'étais dans une représentation de quelque chose de lumineux. Et ensuite, je me suis rendu compte que, en fait, mon âme, elle était noire. En fait, que en représentant une figure noire, les yeux qui représentent la présence ressortaient beaucoup plus et qu'elle semblait beaucoup plus vivante de cette manière. Et en fait, quand on a une représentation, donc quelque chose qui est qui est en face de soi, on peut avoir une sorte, comme une personne avec qui on parle. Comme Tom Hanks dans Seul au monde quand il parle avec son ballon. Et je sais que en disant tout ça, ça peut paraître un truc de gogol ou un truc de débilos, mais je suis intimement, non pas persuadée, mais si, que dans le futur, putain, cette mouche, mais va te faire foutre. Mais elle vole au sol. Qui fait ça? Que dans le futur, ce sera tout à fait normal de communiquer avec son âme. Et
Parce que en fait, l'intuition qu'ont les enfants d'avoir un ami imaginaire, c'est exactement ça. Mais encore faut-il, comme je le disais tout à l'heure, pouvoir lui donner la parole à cet ami imaginaire. Voilà. Alors, j'ai terminé, donc là j'ai tout synthétisé. Et je voulais juste terminer sur des recherches que j'ai faites sur Internet. Parce qu'en fait, je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres cultures ou d'autres civilisations à des époques différentes, enfin à d'autres époques que la nôtre, qui auraient développé en fait ce concept de dialogue ou de contact avec l'âme ou avec le Dieu intérieur. Est-ce que c'est juste un truc issu du New Age? Attendez, je vais aller tuer cette mouche. D'ailleurs, oui, c'est très New Age, hein, tout ce que je dis là, mais je trouve quand même que dans le New Age, le problème, c'est qu'on est toujours dans des trucs qui manquent d'originalité. Voilà. Et ben, j'ai trouvé plein de trucs là-dessus. Donc, c'est donc l'idée d'avoir un Dieu intérieur qui est un Dieu personnel, qui n'est pas l'absolu en fait, mais qui est un intermédiaire entre soi en tant qu'être humain mortel et l'éternité ou l'absolu ou Dieu, le grand Dieu, qui est un peu trop grand et un peu trop gigant, ouais, un peu trop monumental pour nous, petits humains. Et il y a plein de références. Alors, dans l'Égypte ancienne, il y a le Ka. Rien à voir avec le Cassos. Force vitale et double spirituelle de la personne. Donc il naît avec elle et continue d'exister après sa mort. Et en fait, ces fameuses sculptures qu'on voit d'hommes, dieux, enfin qui sont de très grande taille avec des têtes d'animaux. Parce que les animaux, en fait, c'était les symboles des vecteurs du passage entre le monde mortel et le monde immortel. Et chaque être humain, en fait, avait son propre cas. Voilà. Ensuite, dans la Grèce antique, alors là, c'est vachement intéressant, il y a le daimon. Et ça, c'est un truc qui est développé chez Platon avec le personnage de Socrate. Socrate avait son daimon, enfin, Socrate, bon, non, mais on va pas parler de ça. Et ben, donc, le daimon, qui a donné ensuite le démon chez les chrétiens, mais en fait, ça n'a rien à voir. Le daimon, c'est un esprit. Putain, elle est ressuscitée, cette mouche! Mais non, je l'ai tuée. Putain, c'est la mouche Christ. Elle a ressuscité. Donc le daimon, puissance intermédiaire entre les dieux et les humains. Un individu pouvait être accompagné par un daimon particulier orientant sa destinée. Et donc Socrate, il parle avec son daimon, il pose des questions. Et ça serait ça, en fait, c'est ça l'origine de la dialectique. Enfin, je trouve ça absolument passionnant. Ensuite, dans la Rome antique, le genius, donc l'esprit, le génie, hein, esprit personnel accompagnant un homme depuis sa naissance, enfin un homme ou une femme. Quoique non, peut-être c'était réservé aux bonhommes. Voilà. Alors ensuite, Mésopotamie, le dieu personnel. Ici, il s'agit réellement d'une divinité particulière attachée à une personne. Bon, là, c'est pas très précis ce que c'est. Perse ancienne et zoroastrisme. La Fravashi. Principe spirituel protecteur lié à chaque individu. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est cet aspect de singularité de cet être ou de cette présence. On retrouve aussi dans le concept de l'ange gardien, enfin dans le concept, oui, avec les anges gardiens, c'est ça, c'est un esprit qui te protège, mais que toi en fait. Tu sais, ton ange gardien, il va pas aller s'occuper de Pierre-Paul Jacques, quoi. Alors, hindouisme, dans l'hindouisme, c'est juste qu'ils vont préférer un dieu, parce que, en fait, chez les hindouistes, ils ont tellement de dieux différents, c'est comme les Marvel. En fait, ils ont le droit de choisir un qu'ils préfèrent. Il y a quoi en tradition nordique? Le filja, présence spirituelle accompagnant une personne. Voilà.
Tradition Yoruba. Ça, je sais pas où c'est ça. Ori. Littéralement, la tête intérieure. La dimension spirituelle individuelle de l'apport destinée profonde. Tradition Yoruba, c'est quoi ça? Attends. Tradition Yoruba. Togo, Bénin, Nigeria. Ça, je crois que c'est plus contemporain. Bah voilà. Tradition nordique. Non, ça, je l'ai déjà dit. Ouais, bah c'est bon, j'ai tout dit. Voilà, donc. Alors, il y a aussi c'est présent aussi dans la littérature, c'est présent aussi dans la psychanalyse. Il y a Jung qui parlait avec un personnage qui s'appelait Philémon, qui était un vieil homme sage. Il a publié des dialogues avec cet être. Il y a aussi une célèbre sainte polonaise, Sainte Faustine, je crois, mais je ne sais plus tout à fait. Et elle, bon, bah, elle parlait carrément avec Dieu. Mais c'est pareil, en fait. C'est le même principe de dialogue intérieur. Voilà. Et puis, bah, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'avais à dire. Si jamais vous voulez mettre dans les commentaires le nom de votre âme que vous avez trouvé ou des extraits d'échanges, de dialogues, enfin qui peuvent être rendus publics, semi-publics, parce qu'il y a quand même pas beaucoup de gens qui vont sur cette chaîne. On est entre nous. Mais bon, voilà, vous pouvez, hein, c'est sympa. À la bonne franquette. Allez, je vous dis à peut-être dans, je sais pas, 6 mois, 1 an, ou je sais pas quand, parce que j'ai pas trop le temps de faire de vidéos. Et bisous, bisous, bisous.